Édition spéciale sur LCI. Sébastien Lecornu est en ce moment même à l'Elysée. C'est là que ça se passe. Une question obsède désormais, c'est quelle suite ? Quelle suite ? Tous les états-majors ou presque sont réunis pour tenter de répondre à cette question. Il y a une réunion de crise, nous serons partout. Je vais vous présenter les équipes dans un instant. On a besoin de se projeter désormais. Parce que c'est la déflagration. 14 heures à la tête de son gouvernement, c'est historique pour Sébastien Lecornu. Mais tous les regards, ils sont surtout tournés vers un homme, Emmanuel Macron. Pression maximale. Il n'y a plus de fusible pour Emmanuel Macron désormais. Que peut-il faire face à cette crise ? Dissolution est-elle absolument nécessaire, comme le dit Marine Le Pen ? La musique de la démission remonte également très fort. Nos équipes, je vous le disais, sont donc mobilisées. Nous serons depuis l'Elysée en direct, depuis Matignon, depuis le siège de Renaissance. Nous serons également à l'Assemblée nationale. Mais on commence avec vous, c'est la Bourrie, où en direct de l'Elysée, tous les regards, je le disais, c'est là, se tournent maintenant vers Emmanuel Macron. Plus de fusibles. Quels sont les échos ? Quelles sont les dernières informations qui filtrent derrière vous ? Alors d'abord, ce que je dois vous dire, c'est que cela fait une bonne demi-heure que Sébastien Lecornu, dont le président a accepté la démission ce matin, est ici à l'Elysée. Alors silence radio du côté de l'Elysée sur les raisons de sa venue, mais parmi les hypothèses, plusieurs. D'abord, le fait de renommer Sébastien Lecornu. Oui, vous entendez bien, rien n'empêche Emmanuel Macron aujourd'hui de décider de le renommer après avoir accepté sa démission et en lui donnant une nouvelle feuille de route pour recomposer un nouveau gouvernement. Ou encore, autre hypothèse que vous avez évoquée, celle que réclament désormais plusieurs personnalités politiques, celle de la dissolution. Pour dissoudre l'Assemblée nationale, il faut, selon la Constitution, consulter le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, mais aussi le Premier ministre, bien que démissionnaire. Voilà donc pour ce que l'on sait aujourd'hui. Le chef de l'État qui ne devrait pas réagir à chaud et donc ne pas prendre la parole aujourd'hui. Reste à savoir qui il va consulter. Est-ce qu'il va revoir les chefs de parti de son socle commun très fragilisé et qui a montré à quel point tout cela a été compliqué ces dernières heures. Restons à l'écoute et restons surtout très attentifs ici devant le palais de l'Elysée pour que je puisse vous en dire plus. N'hésitez pas à revenir vers nous à tout moment avec Éric Jossier depuis l'Elysée. Merci beaucoup. Et donc, une musique qui montrait renommer Sébastien Lecornu. Il faut vraiment qu'on remette tout sur la table. On va tout évoquer ensemble pour tout comprendre, pour tout décrypter. Nos invités sur ce plateau, je suis ravie de retrouver Arlette Chabot. Bonsoir Arlette Chabot. Merci beaucoup d'être avec nous. Éditorialiste politique LCI. Bonsoir Patrice Duhamel. Bonsoir. Merci également d'être à nos côtés. Bonsoir Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Renaud Pila, vous l'avez aperçu tout à l'heure, nous a rejoint en direct sur ce plateau. Bonsoir à tous. Et nous sommes également en direct avec Roger Carucci. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur le sénateur. Sénateur Les Républicains, on le voit derrière vous, en direct depuis le Sénat, grâce à Alexis Tessier. Alors tout d'abord, quelques minutes avant d'entrer sur ce plateau, Roger Carucci, on a entendu la gauche. La gauche sortir d'une réunion et dire priorité à la gauche pour gouverner, il faut un Premier ministre issu de la gauche et des écologistes. C'est la censure assurée, si c'est ça ? Oh oui. Mais la gauche essaye de faire croire depuis juillet 2024 qu'elle a gagné les élections législatives. Je rappelle simplement qu'en juillet 2024, la gauche, tout parti confondu, a obtenu 28% des voix, à 170 sièges sur 577. On est loin d'une majorité. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité dans cette Assemblée nationale. Mais pour autant, la gauche n'a pas de capacité à élargir en quoi que ce soit les 170 sièges. Et si c'est pour présenter un budget avec les mesures de hausse fiscale, d'abolition de la réforme des retraites, etc., évidemment que la gauche serait censurée dès le mois de novembre. Donc, mettre en place un gouvernement de gauche pour qu'il soit censuré dans un mois, je pense que les Français sont assez lassés du bal des prétendants et des gouvernements depuis 1 an et demi. Roger Carucci, le président de la République, il a essayé à droite, il a essayé, le socle commun, ça n'a pas plus marché. Mais je pense que la solution socle commun plus républicain est la seule. Le problème, c'est qu'il faut d'abord la confiance, la transparence et le fait d'une loyauté réelle de tous les côtés. De tous les côtés, il faut que les gens se parlent davantage, il faut qu'on trouve une solution. Pourquoi c'est la seule solution ? Parce qu'en réalité, ce total-là est à peu près à 220 sièges, ce qui est de loin le stock, le bloc le plus important de l'Assemblée nationale. Après, il faut que ce soit des gens qui s'estiment, qui se fassent confiance. Ce qui s'est passé hier, on va le dire comme ça, moi, dans la visioconférence des parlementaires avec Bruno Retailleau hier,
j'ai pris position, clairement, pour la participation au gouvernement, mais pour ce que j'ai appelé une participation conditionnelle. Conditionnelle sur les conditions liées à la feuille de route, trop floue, pas assez clair, qui n'était pas un contrat de gouvernement, et conditionnelle sur la composition du gouvernement. Visiblement, on n'a pas dit à Bruno Retailleau, jusqu'à hier soir, quelle était la composition, et on l'a tous apprise, si je puis dire, par les propos du secrétaire général sur le perron, avec des surprises, des retours. On va pas faire de commentaires. Moi, c'est pas sur telle ou telle personne. Ce que je dis simplement, c'est que clairement, c'est pas sur telle ou telle personne, mais la personne de Bruno Le Maire a posé question. J'ai une question à vous poser encore, Roger Carucci. Non mais attendez, elle a posé question parce que elle participait à cette idée qu'on avait le sentiment que c'était à nouveau un côté très bunker autour des anciens de Renaissance. Ça n'avait pas de sens, il fallait ouvrir large et faire en sorte que tous les groupes, regardez, même l'UDI, hier a fait un communiqué vengeur en disant qu'elle sortait du bloc central parce qu'elle n'était pas représentée. Donc il y a eu un problème. Le temps file malheureusement et je m'en excuse, mais il faut qu'on pose la question de la dissolution ensemble. On va d'abord écouter Monsieur Retailleau, qui était l'invité du 13h de TF1 ce midi. On va écouter ce qu'il dit sur ce point. Alors je vais vous dire ce qu'il a dit. En gros, il estime que c'est le dernier recours. On peut l'écouter et ça y est. Le président de la République a le pouvoir de dissoudre. Il le fait ou il ne le fait pas. Le président de la République a le pouvoir de nommer un autre gouvernement. C'est à lui de choisir. S'il y a situation de blocage, alors il faudra le retourner aux urnes. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens avant d'en arriver là. Simplement, ces moyens-là ne m'appartiennent pas. Donc c'est le dernier recours. Xavier Bertrand ne s'engage pas non plus sur ce chemin-là. Bref, on a du mal à avoir des personnalités de droite appelées à la dissolution. C'est votre cas? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Non mais pour la bonne et simple raison que de la même manière que les gens qui appellent à la démission du président de la République, ils n'en ont pas le pouvoir ni la main. Si je dis j'appelle à la dissolution, ça me fera peut-être plaisir comme ça mentalement, mais comme je n'en ai aucun pouvoir et que seul le président de la République a la main en la matière, ça ne sert à rien. Après, on a plus la main si on nous dit, bon, finalement, après le cornu, on va proposer un tel ou un tel pour le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une vraie alliance, un vrai accord de gouvernement? Là, on peut rediscuter. Mais sincèrement, que ce soit sur la démission du président de la République ou sur la dissolution de l'Assemblée nationale, par définition, c'est uniquement à la main du président de la République, donc ça ne sert pas à grand-chose de s'exprimer en la matière. J'ai une question bonus. Selon certaines sources, Gérard Larcher et vous-même auriez été reçus à l'Élysée. Vous nous le confirmez ? Écoutez, pour être très franc, ça fait un moment que je n'ai pas été reçu à l'Élysée, même pour un café. Donc non, je n'ai pas été reçu à l'Élysée. Pour Gérard Larcher, il l'a été à plusieurs reprises. C'est son rôle institutionnel de président du Sénat. Mais après, si le président de la République avait l'idée de vouloir nommer Gérard Larcher Premier ministre, ça se discute. Pourquoi pas? Mais moi, non, je vous rassure, ni Perrier, ni café, ni rien du tout. Merci beaucoup, Roger Carucci, d'avoir été avec nous, avec Alexis Tessier, depuis le Sénat. Merci à vous. Alors, la gauche, elle est sortie de réunion tout à l'heure en disant la priorité à la gauche. La droite dit si c'est la gauche, c'est sans nous, si on comprend bien. C'est quoi la solution, l'issue là? Vous croyez à la nomination d'un nouveau gouvernement ou pas, Patrice Duhamel? Il va essayer, le président, avant de dissoudre, parce qu'il n'a pas envie de dissoudre. Il y sera peut-être contraint dans quelques jours, en espérant que ça se fasse vite. Mais il essaye plusieurs choses. En ce moment, il a des collaborateurs, à ma connaissance, pas lui-même, ce qui est assez logique. Il a des collaborateurs qui appellent les responsables du bloc, je ne sais plus comment les appeler, socle commun ou bloc central, ou voilà, pour savoir ce qu'ils pensent des diverses possibilités, celles qui sont débattues sur le plateau, c'est-à-dire dissolution, gouvernement dirigé par la gauche ou gouvernement de gauche. Il y a une petite nuance. Démission, bien entendu, non, ça n'est pas évoqué. Et donc voilà, il y a des idées qui commencent à circuler, toujours légitimes, mais bon. Quelqu'un tout à l'heure me parlait d'une tentative de gouvernement d'union nationale. Alors ça irait d'où à où, un gouvernement d'union nationale serait vraisemblablement sans LFI et sans le Rassemblement national.
Dans le climat politique actuel, ça paraît extraordinairement difficile, mais enfin bon, ils peuvent toujours essayer. Un gouvernement de gauche, ce qui est intéressant, juste rapidement, la déclaration de Pierre Jouvet, c'est que c'est pas du front de gauche, hein, c'est pas le NFP. On va en reparler avec Éric Coquerel dans un tout petit instant. Il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites, il y a juste un débat, il n'y a pas de taxe Zuckman, il y a juste une taxe, etc., etc. Juste un mot pour couper les pattes à ce canard d'une renomination J'allais vous poser la question, renommer. C'est arrivé une fois sous la Ve République. C'était Georges Pompidou qui a été renversé en 62, mais il avait défendu le projet d'élection au suffrage universel, qui était le projet du président. Donc il a été renversé. Le président a dissous, il a gagné les élections, il a fait un référendum, il l'a gagné. Donc, ayant eu 2 victoires, il a conservé Georges Pompidou. Mais les circonstances n'avaient absolument rien à voir. L'actualité sont, je le disais en introduction, les réunions de crise qui se succèdent dans les partis politiques en ce moment même. C'est le Rassemblement national qui se réunit. À l'Assemblée, justement, on retrouve Frédéric Delpech. Frédéric, on se met en ordre de bataille du côté du RN en vue d'une dissolution. C'est ça l'objet de la réunion ? Et c'est le mot d'ordre, d'ailleurs, qui a été donné dès ce matin et par Marine Le Pen et par Jordan Bardella. La dissolution, rien que la dissolution. Il la réclame. Marine Le Pen a expliqué qu'à ses yeux, c'était la seule solution et qu'elle était dorénavant incontournable, cette dissolution. Quant à Jordan Bardella, ce matin, il disait on ne va pas nommer un nouveau Premier ministre dans les 48 heures. Ça n'a aucun sens. Il faut maintenant donner la parole au peuple. Donc c'est le mot d'ordre qui est répété aussi par l'ensemble des députés. Donc cette réunion des dirigeants du Rassemblement national, des parlementaires du Rassemblement national ici à l'Assemblée, a pour but de montrer cette unité derrière les 2 dirigeants du parti. On demande la dissolution, c'est la seule solution, et donc ce mot d'ordre est décliné, va continuer à être décliné dans les heures qui viennent par le Rassemblement national. Voilà, merci Frédéric Delpech, on va suivre tout ça avec vous. La réunion, elle vient de commencer, donc dès qu'il y a une issue des sorties, n'hésitez pas à nous faire signe, bien évidemment. Nous sommes toujours à l'Assemblée nationale, cette fois en direct avec Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances. Bonsoir Éric Coquerel, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Éric Coquerel, je le disais un tout petit peu avant cette émission, Monsieur Jouvet pour le Parti Socialiste est sorti lui aussi de réunion pour dire que désormais c'était priorité à la gauche pour gouverner, mais on a bien compris que c'était pas votre gauche à vous. D'ailleurs, vous avez proposé à LFI une réunion avec les socialistes, les écologistes. Il n'y en aura pas de réunion de cette nature-là. Que répondez-vous au Parti socialiste ? Ce que je constate déjà, c'est qu'il n'y a pas de réunion pour l'instant autour du Parti socialiste dans l'optique de proposer un gouvernement qui nous passerait sous le bus, quoi. Ça, c'est les rêves de M. Jouvet. Et cet après-midi, nous avons déjà rencontré Europe Écologie en bilatéral, puisque c'était leur souhait avant toute réunion. On l'a fait, donc. On va rencontrer, en tout cas, il y a le président du groupe communiste à l'Assemblée, il est OK pour nous rencontrer. On va rencontrer Génération, donc 3 des 4 partenaires que nous avions lors du Nouveau Populaire, et on va remettre sur la table. Ils ont l'air enclins plutôt à penser que c'est une bonne idée, l'idée d'une réunion pour envisager toutes les hypothèses. Donc le Parti socialiste peut toujours s'imaginer qu'il est redevenu la gauche à lui tout seul, mais ça c'est dans ses rêves, quoi. Donc là je pense que par rapport à la situation que nous venons, elle est tellement grave que tous ceux qui ont été élus sur un programme de rupture en 2024, qui sont arrivés en tête, n'en déplaise à M. Carucci, doivent se voir aujourd'hui pour voir comment on fait face et comment surtout on arrive à exiger un retour dans les urnes. Et vous savez que pour nous, ce retour dans les urnes, le mieux pour le pays, ce serait que ça soit une présidentielle anticipée, parce que tout le problème, tout remonte à Emmanuel Macron, qui aujourd'hui n'a plus de fusible. Mais vous savez, on a le sentiment d'un jour sans fin parfois. Alors me voilà à vous redemander encore aujourd'hui cette question. Si c'était un Premier ministre socialiste, c'est la censure assurée ? Mais il faut arrêter de semer des illusions. Voilà, je vous le dis très clairement. Ça fait maintenant 1 an qu'on entend cette petite musique. On avait raison de la poser après les élections de juillet 2024. Et vous apercevrez que depuis, Emmanuel Macron a répondu. Il a répondu par des gouvernements toujours plus à droite. Voilà, ça a été sa réponse jusqu'au crash d'hier soir. Donc il faut arrêter de penser qu'après le crash d'hier soir, parce que c'est un crash, la solution serait je ne sais quel autre fusible à Emmanuel Macron, y compris, si j'ai bien compris la proposition de Pierre Jouvet, un gouvernement de gauche qui ferait pas une politique de gauche. Bon, tout ça n'existe pas. Voilà, je crois que c'est terminé. Je crois que plus vite
nous reviendrons aux urnes. C'est-à-dire le peuple est toujours la solution dans ces cas-là, mieux ce sera pour le pays, parce que pour l'instant c'est le chaos, c'est l'instabilité. On nous dit sans arrêt, il y a les marchés s'affolent, mais vous avez remarqué que pour la 3e fois après la dissolution, le vote de confiance de M. Bayrou et l'annonce de la démission de M. Lecornu, effectivement les marchés s'affolent. Donc la faute est à qui? La faute est à l'Élysée et M. Macron doit maintenant prendre la mesure, j'allais dire, de sa responsabilité et proposer enfin aux Français de venir voter. Et sinon, on a la motion de destitution que nous aimerions pouvoir proposer dès demain pour qu'elle puisse aller dans l'hémicycle, parce que les parlementaires doivent pouvoir s'exprimer dessus. On va y revenir effectivement avec Coquerel. On reste ensemble, mais je voudrais le regard d'Arlette Chabot sur ce plateau. Je pense que le président de la République n'a pas tellement de choix aujourd'hui. Il y a eu la version Michel Barnier, renversée par une motion de censure. Il y a eu le suicide organisé ou la démission organisée de François Bayrou par lui-même avec un vote de confiance qu'il savait perdre. Maintenant, on a la version Sébastien Lecornu qui démissionne parce qu'il perd au fond son allié, c'est-à-dire les Républicains, sur une question de confiance, outre visiblement des problèmes sur le fond et le programme. Qu'est-ce qui reste à Emmanuel Macron, au fond ? Alors, franchement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il a refusé jusqu'à présent, effectivement, de regarder du côté de la gauche. Est-ce qu'il peut continuer à le faire ? Moi, ça me paraît effectivement difficile. À moins qu'il y ait une solution miracle ou une personnalité miracle, la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat qui se dévouerait pour assumer une espèce de gouvernement d'unité et d'union pour garder quelques semaines ou quelques mois. Sinon, il faut se tourner vers une gauche qui se dit capable de gouverner. Ça ne peut pas être pire, honnêtement, tout à fait plus dramatique que ce qu'on a eu depuis quelques mois. Guillaume Roquette. Oui, alors d'abord, je me dis qu'on est vraiment en train de vivre une période extraordinaire parce que quand j'entends Éric Coquerel qui se préoccupe de la baisse de la bourse, je me dis que la situation est grave. Mais au-delà de cette boutade, je pense qu'on a déjà essayé ce scénario de gauche. Ça a duré tout l'été 2024. C'était Lucie Castet. Et finalement, il n'y avait pas d'espace possible. Alors, est-ce que le Parti socialiste, depuis, est devenu social-démocrate et accommodant ? Je ne l'ai pas vu. J'ai vu le programme économique qu'ils ont proposé. J'ai vu leur soutien à la taxe Zuckman, j'ai vu leur remise en question de la réforme des retraites. Donc, est-ce que le socle commun ou ce qu'il en reste va soutenir cette politique-là ? Moi, je ne vois pas pourquoi les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets. Alors, on peut prendre le sujet de n'importe quelle façon. Alors, Éric Coquerel, vous l'avez perçu, il vous entend. Je ne doute pas un instant qu'il a envie de vous répondre. Allez-y, Éric Coquerel. J'entends des choses assez hallucinantes parce qu'on a l'impression que Emmanuel Macron a tenté de nommer un gouvernement de gauche qui répondait, je vous rappelle, au scrutin de juillet et que tout ça aurait échoué. Mais il ne l'a jamais proposé. Donc arrêtons de nous mettre, nous, la responsabilité alors que c'est celle du chef d'État. Il n'y a pas une démocratie au monde, pas une seule démocratie au monde où quelqu'un qui est battu impose des gouvernements de perdants depuis un an et qui ont été à nouveau battus à l'Assemblée. Ça n'existe pas. Voilà, c'est en France qu'on peut, parce que la Ve République permet de tenir un peu avec le 49-3, etc. Donc là, on est arrivé au bout de course. Donc Emmanuel Macron porte l'entière responsabilité. Vous nous dites, je pense qu'aujourd'hui, je ne crois pas une seconde, c'est pour ça que je ne veux pas envisager et continuer ce mauvais feuilleton, je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron appellerait un gouvernement de gauche, on va dire même modéré, qui remettrait même en question sa politique de façon, j'allais dire, moins importante que celle du NFP. Tout simplement parce qu'il ne veut pas remettre en question sa politique économique et sociale. C'est ça qui le tient depuis le début. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que il a nommé un 3e gouvernement, M. Lecornu, et tout ce que mettait M. Lecornu sur la table depuis des jours, ça ne remettait pas en question sa politique. Donc c'est ça qui l'anime. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas envie de semer d'illusions, contrairement aux autres groupes de gauche, notamment le Parti socialiste, pour laisser penser qu'en réalité il pourrait y avoir un feuilleton qui s'éternise. Et c'est pour ça, parce que dans une situation de crise, de blocage, et il y a certains présidents de la République, je pense notamment à De Gaulle, qui ont su à un moment donné, j'allais dire, se remettre même y compris en question quand il y a une situation comme ça, qu'il faut revenir aux urnes. Il n'y a pas d'autre solution que le peuple. Dissolution, le retour aux urnes. On a vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, cet après-midi. Il dit notamment, c'est pourquoi nous proposons une rencontre cet après-midi, NUPES, NFP, afin d'envisager toutes les hypothèses ouvertes par cette situation. Et donc beaucoup se sont dit, mais quoi, Jean-Luc Mélenchon, désormais la dissolution, c'est un peu nouveau. Pourquoi désormais avancer vers cette possibilité ?
Mais vous avez mal lu ce que nous avons mis. Nous avons dit toutes les hypothèses. Et pour nous, dans les hypothèses, celle de la démission ou de la destitution d'Emmanuel Macron. Je l'écarte pas dans ma question, Éric Coquerel, mais je dis pas juste écarté. Donc ça peut être une des deux. Ça peut être une des. Mais il y a la dissolution comme possibilité. Donc je vous réponds. Oui. Ça peut être une des deux, effectivement. Mais ce qui nous paraît essentiel, c'est qu'il y ait le retour aux urnes. Et si jamais il y a dissolution, vous comprendrez bien que ceux qui ont été élus sur un programme, il leur appartient d'essayer de trouver des solutions pour aspirer à gouverner et aspirer à être majoritaire. Parce que sinon, c'est le Rassemblement national. Si la gauche, aujourd'hui, ne se structure pas sur un programme de rupture, c'est-à-dire ce qui a fait son succès en juillet 2024, alors effectivement, on laisse le Rassemblement national gouverner ce pays. D'ailleurs, je me demande très sincèrement si c'est pas ce que veut Emmanuel Macron à la fin. C'est-à-dire que, y compris avec la nomination de ce gouvernement qui ne pouvait être vécu que comme une provocation par les oppositions, mais même une partie de son camp, je me demande si à la fin du fin, c'est pas ce qu'il recherche. Et comme je n'ai aucune envie de laisser mon pays aux mains du Rassemblement national, il est de notre devoir à nous, et c'est ce que nous faisons en tant que principale force de gauche, de reproposer à nos partenaires la possibilité d'être rassemblés, mais à partir du moment où c'est sur un programme de rupture, parce que sinon, on n'aurait pas eu le résultat qu'on a eu en juillet 2024. Je vous remercie beaucoup, Éric Coquerel. Merci à Julie Janus, qui est derrière la caméra, qui a permis la réalisation de ce direct. Bonne soirée à vous, Éric Coquerel. Votre réaction, oui, Renaud Pilat. On voit bien que la solution d'un gouvernement de gauche avec un Premier ministre, on va dire socialiste, est très compliqué également. Très compliqué parce qu'on vient d'entendre Éric Coquerel qui explique que, certes, il veut une réunion avec le PS et les écologistes qui, pour l'instant, à l'heure à laquelle on parle, 17h12, semblent commencer à faire ami-ami pour essayer de créer une coalition. Mais Éric Coquerel vient de dire, nous, on veut refaire la NUPES, mais sur un programme de gauche radicale. LFI ne change pas de position. Or, il y a un quart d'heure, Pierre Jouvet, l'un des dirigeants du Parti socialiste... Pardonnez-moi, Sébastien Lecornu a quitté l'Élysée. On suit bien sûr chaque seconde. On sait que chaque séquence compte, les allers-retours. Chaque séquence est importante. Voilà, exactement, allez-y. Une heure et quart d'entretien entre le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron. L'un des dirigeants socialistes disait... Par exemple, nous ne demandons plus l'abrogation de la réforme des retraites, mais ne serait-ce qu'un débat. Même pas la suspension. Même pas la suspension. Ça veut dire que progressivement, le PS déplace un peu son curseur pour montrer une volonté de compromis, en tout cas de petits compromis, peut-être essayer d'attirer des députés, on va dire macronistes de gauche, pour essayer de faire une coalition avec une partie des macronistes de gauche. Je les appelle plus macronistes, d'ailleurs, ils sont plus macronistes, avec une partie des députés Renaissance de gauche, et puis les écolos, mais sans LFI. Sans LFI. Oui. Et la grande nouvelle de la journée qui se confirme, pas d'alliance avec LFI, pas de discussion. Et donc, ça veut dire que la majorité relative ne tient pas. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une possibilité. Après ce que vous dites, vous nous expliquez à quel point, effectivement, on a entendu effectivement des socialistes exprimer des positions relativement modérées, très en retrait par rapport aux exigences, l'attaque du CMAN ou rien, et puis l'abrogation immédiate de la réforme des retraites. Un peu en retrait, oui, un peu. Un peu, attendez, c'est beaucoup par rapport aux affirmations. Donc là, il y a peut-être, on retrouve une possibilité, sauf qu'au lieu d'avoir à Matignon quelqu'un qui est proche d'Emmanuel Macron, ce serait quelqu'un qui viendrait plutôt de la gauche. Mais Arlette, les écolos ne sont pas d'accord. Guillaume Roquette, Patrice Duhamel et ensuite Dominique Régnier va nous rejoindre sur ce plateau. Moi, je ne vois pas quel est l'intérêt des socialistes de monter dans cette galère. Je pense qu'on est à quelques mois des élections municipales. De toute évidence, ils ont décidé de reprendre leur autonomie par rapport à la France insoumise, les socialistes. Et donc, pour ne pas perdre complètement leur électorat, il faut qu'ils soient de plus en plus de gauche. Et là, ils se montreraient d'un seul coup accommodants, réformistes, sociodémocrates. Je pense que c'est une équation qui, politiquement, va être compliquée. Et je vois mal les députés socialistes partir là-dedans. Surtout que, objectivement, s'ils vont trop vers le centre, LFI sera trop content de les taper. Et donc, il y aura LFI plus le RN, plus peut-être les LR. Et ils sauteront comme les autres. Allez-y, Patrice Duhamel. De toute façon, arithmétiquement, c'est extraordinairement compliqué. Sur le principe, oui, pourquoi pas. Mais si on met les socialistes, les écologistes, les communistes, le groupe Lyot, ça fait à peu près 150 députés. Il faudrait qu'il y ait plus des 2/3 du bloc central qui acceptent soit de gouverner avec eux, soit de les soutenir par leur vote.
Franchement, ça paraît extraordinairement difficile. Alors, tout est possible. Tout est possible, tout est mais difficile. Sinon, c'est la dissolution. Mais on continue de se projeter. On continue de poser toutes les hypothèses sur la table. On a besoin d'y voir un. L'arithmétique, elle est quand même. C'est sûr. Voilà. Mais on essaye de mettre toutes les hypothèses sur la table. On continue de le faire ensemble. L'édition spéciale, elle se poursuit. C'est une crise sans précédent. Certains disent même qu'elle est dangereuse pour nos institutions et que nous sommes, ça y est, déjà dans la crise de régime. Alors, quelles sont les issues pour tenter de sortir de là? Dominique Régnier, je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Bonsoir à vous, Dominique. Merci d'être là, politologue et directeur général de la Fondapol. Donc, dissolution, démission, nouveau gouvernement. Quoi qu'il en soit, on l'a dit, on le répète, il n'a plus de fusible. Le président de la République, avant de vous entendre, on pose un peu les hypothèses sur la table ensemble, Renaud Pila. Cette fois, on va devant l'écran. Combien de temps? Ça, c'est notre première question. On a décidé de vous soumettre 3 questions qui comptent selon nous ce soir. Combien de temps peut-on rester sans Premier ministre? Alors, il n'y a pas de délai légal. Lorsqu'on regarde la Constitution de la Ve République, il faut la lire en ce moment. Il peut y avoir un temps indéfini, pas trop long, sans Premier ministre. Le record, eh bien, même sous la Quatrième République, c'est 51 jours entre la démission de Gabriel Attal et la nomination de Michel Barnier, la nomination en septembre. En attendant, eh bien, on l'a vu, c'est très important, ce sont les ministres démissionnaires qui expédient les affaires courantes, comme on dit. Mais il n'y a pas de délai légal pour nommer un Premier ministre. Si dissolution il y a, quand, comment, Renaud? Là, c'est très simple, c'est le chef de l'État qui décide de la dissolution. C'est lui qui appuie sur le bouton. Donc il n'y a pas, encore une fois, de délai pour cette dissolution. Il y a 1 an, il y a une dissolution. Il faut attendre 12 mois. Les 12 mois sont passés. Emmanuel Macron peut décider quand il veut de dissoudre l'Assemblée nationale. À ce moment-là, l'élection législative anticipée a lieu entre 20 et 40 jours. Si c'était maintenant, on voterait aux alentours du 15 novembre. Et si démission, puisque c'est l'autre musique, vous l'avez compris, qui remonte également très fort ces dernières heures, comment ça peut se passer? Là, c'est évidemment une décision du chef de l'État. La dernière, il y a eu très peu de précédents. On se souvient bien sûr de De Gaulle en 69, de Mitterrand en 1924 et de MacMahon en 1879. Le président, c'est très important, il peut dire je démissionne, mais dans 6 mois, pour avoir, par exemple, une campagne présidentielle longue, pour qu'il y ait un débat. Parce que s'il ne diffère pas sa démission, Emmanuel Macron, à ce moment-là, il faut une élection présidentielle dans les 40 jours. Et 40 jours, Amélie, c'est très court pour une campagne présidentielle. Alors, la dissolution, merci beaucoup Renaud, c'était très clair. La dissolution est-elle inéluctable? C'est ce que pense, c'est ce qu'affirme en tout cas Marine Le Pen. Écoutez-la, regardez. On est au bout du chemin. Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter les ministres, ministres de droite, ministres de gauche, etc. On arrête. On retourne aux urnes. C'est votre seule demande. Et ce sont les Français qui vont décider. C'est clair. Et nous sommes dans cet état d'esprit-là. Et dans votre esprit, à vous, Dominique Régnier, elle est inéluctable, cette dissolution désormais? Ça paraît difficile à éviter maintenant, quand même. Mais ce qui me frappe, c'est que, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne vois dans ce qui est possible de faire aucune solution. C'est-à-dire que nous n'avons pas de majorité parlementaire, nous n'avons pas de majorité dans le pays pour prendre les décisions que nous sommes tenus de prendre. Nous avons un problème politique. L'arrière-fond, c'est un problème financier, budgétaire. Et les décisions qu'il faut prendre sont des décisions que nous ne voulons pas prendre. Et que les leaders politiques ne s'accordent pas à prendre parce qu'ils ne veulent pas en endosser la responsabilité. Et je ne vois pas quelle méthode, quelle configuration permettrait de prendre ces décisions. S'il y a une dissolution, ce sera dévastateur pour, je pense, au moins le groupe central, parce qu'il y aura un tel rejet d'Emmanuel Macron qu'ils en feront les frais, avec sans doute une absence de majorité. Peut-être qu'il y en aura une, j'en sais rien, elle serait alors plutôt RN. Mais si c'est un échec, il y a ensuite une pression très forte sur le chef de l'État, c'est-à-dire que la dissolution, elle peut conduire à exercer une pression plus grande encore sur le chef de l'État. Une dernière remarque à ce sujet, que ce soit d'ailleurs précipité ou en 2027, je suis désolé de dire qu'il n'est pas acquis aujourd'hui que l'élection présidentielle apportera une solution au pays, que ce soit
avant 2027 parce que le chef de l'État démissionnerait, ou que ce soit à terme lorsque l'élection est prévue. Je viens vers vous, Patrice, mais je voudrais juste qu'on rejette un petit coup d'œil à un sondage LCI, IFOP pour LCI, c'était le 9 septembre dernier de mémoire, qui montrait ce que cela donnerait s'il y avait une dissolution là en ce moment. Si les Insoumis présentaient leur propre candidature indépendante, l'alliance du reste de la gauche n'emporterait plus que 19% des suffrages, LFI obtiendrait 9% des voix, et dans un cas comme dans l'autre, 14% des Français choisiraient pour leur part un candidat issu du bloc central. Je parle donc de Renaissance, Modem, Horizon ou encore UDI. 12% un candidat des Républicains, et aucun autre des candidats ne dépasserait les 5%. Le RN serait à 33%. Dissolution pour rien. Ce serait une dissolution pour rien. C'est ça aujourd'hui. D'ailleurs, ce score du RN dans les sondages, on l'a eu dans les urnes. Et ça ne bouge pas. Les mesures se suivent, ça ne bouge pas. Il y a un tiers de l'électorat qui est décidé à voter pour le RN. Ça n'est pas assez pour faire du RN un parti capable de gouverner à coup sûr. Il était théoriquement, je le répète, en 2024, après le second tour, premier tour, pardonnez-moi, il était théoriquement majoritaire. Mais il a été empêché par à la fois le Front républicain, mais aussi je pense, l'absence de désir des Français d'avoir le RN au pouvoir à l'Assemblée puis à Matignon. Et beaucoup de très mauvais candidats aussi. Beaucoup de très mauvais candidats, mais il y a aussi un mauvais programme, enfin il y a plein de choses qui ne vont pas. Les Français ne veulent pas quand même. Et donc, imaginons le supplice de nos compatriotes aujourd'hui, dans cette situation où rien ne paraît possible, et il n'y a même pas un parti politique, quitte à ce qu'il soit protestataire, qui leur donnerait vraiment un espoir. C'est vraiment pour ne pas se priver du plaisir de punir les gouvernants qu'une bonne partie des Français votent RN, mais sans aucun espoir en réalité. Allez-y, Patrick. Ce qu'on peut ajouter, c'est que, d'après toutes les indications qui se recoupent, le président souhaite ou veut éviter une dissolution parce qu'il sait qu'il se retrouverait avec une assemblée ingouvernable, vraisemblablement. Ou peut-être, s'il y avait une vague et une dynamique, une majorité absolue RN. Mais enfin, on a vu en 2024, c'était très compliqué. Et à partir du moment où ça reste ingouvernable, c'est lui, effectivement, qui est en première ligne. Là, il ne pourra plus dire je vais renommer quelqu'un à droite, à gauche, au centre, etc. Et là, il y aura une gigantesque pression. Et pas seulement de tel ou tel, de Jean-Luc Mélenchon, etc. Il risque d'y avoir y compris peut-être même dans son propre camp. On ne peut pas l'exclure. Ce qui veut dire, Amélie Carrère, ce que dit Patrice, ça signifie que à partir de maintenant, le pouvoir de dissolution, il n'est plus entre les mains du président. C'est un pouvoir de pression sur le président pour obtenir la dissolution, comme un pouvoir de pression sur le président pour obtenir sa démission. On a vraiment changé profondément la nature du système par cette erreur du 9 juin 2024. Je crois que ça va commencer peu à peu à passer dans l'esprit public et d'une certaine manière, je ne veux pas de formule provocante, pas du tout, mais d'une certaine manière, la dissolution, c'est un peu une destitution du président par lui-même, de son pouvoir. Maintenant, il est le jeu, en fait, des grandes forces qui se sont libérées. Il n'a plus aucune prise, et même son sort n'est plus entre ses mains. On va revenir sur la question de la démission, mais vous aviez, je crois, un léger désaccord, Renaud. Oui. Sur quel point ? Un léger désaccord, tout d'abord, sur des élections législatives anticipées. S'il y avait une dissolution, je pense qu'une des hypothèses, c'est que le RN puisse sortir vraiment en force avec les résultats, parce que vous avez toute une partie des électeurs LR, et on le voit dans les dernières enquêtes d'opinion, qui sont prêtes désormais, non pas dans le sud de la France, c'est déjà fait, mais dans le nord de la France, à basculer vers le candidat RN. Je vois, notamment dans le sud-ouest, un sondage est paru il y a 2 jours, absolument, on va dire, incroyable pour ceux qui sont de cette région. Selon un sondage OpinionWay pour nos confrères de l'opinion, la circonscription de Boris Vallaud dans les Landes, la 3e circonscription des Landes, sur les terres d'Emmanuelli, le candidat du RN l'emporterait avec 53%. Ça veut dire que si vous avez, dans la mesure où la politique, une campagne, c'est pas du statique, c'est une dynamique.
C'est une dynamique, la politique. En statique, effectivement, vous vous dites qu'ils auront 220, 230. En dynamique électorale, compte tenu de la colère des Français, avec un argument assez simple, sortez les sortants. On le voit déjà fleurir sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous pouvez... C'est pas impossible que le Rassemblement national ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et s'il leur manque 15-20 députés de droite, ils les auront. Alors, que pensez-vous de l'hypothèse de certains selon laquelle Emmanuel Macron, en fait, voudrait peut-être que le Rassemblement national obtienne sa majorité, soit même à Matignon, mais pour dire, voilà, vous les avez dès maintenant, n'attendons pas 2027, et maintenant vous allez les voir à l'épreuve d'un pays bloqué politiquement, à l'épreuve d'une fin de mandat en difficulté, à l'épreuve peut-être des soubresauts de la rue. Vous y croyez, vous, Guillaume Roquette ? Non. Je n'y crois pas parce que je pense que ce serait pour Emmanuel Macron un échec historique. Or, il est à la fin de son second mandat. Il pense sans doute de façon obsessionnelle à la trace qu'il laissera dans l'histoire. Il essaye désespérément et de façon un peu pathétique de rester comme étant un grand chef de l'État français à l'international, alors que malheureusement il va d'échec en échec. Et je pense que l'idée que ce soit le président de la République qui ait amené le Rassemblement national au pouvoir, et en plus, de par sa propre décision, puisqu'il n'est pas obligé de dissoudre. Il me semble que, symboliquement, ce serait pour lui terriblement négatif. D'autant qu'il faut faire attention, parce que au niveau municipal, par exemple, je sais que c'est pas la même chose, mais certains disaient, vous allez voir, on va élire des maires du Rassemblement national, puis après, les gens verront qu'ils sont pas capables et ils voteront plus pour eux. Il se trouve que c'est pas exactement le cas. Il se trouve que les députés du Rassemblement national, ils labourent leur circonscription. Alors certes, ils n'ont pas d'expérience de l'État, et donc ce serait prendre en plus un sacré risque pour le pays. Mais il n'est pas du tout exclu que ça tourne à la catastrophe. Je pense que ça relève de la prédiction un peu hasardeuse. Donc pour toutes ces raisons, je pense pas. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même le contraste entre cette France totalement paralysée et d'autres pays. Je pense aux États-Unis, je pense à l'Italie, je pense au Japon, je pense même au Royaume-Uni qui est en train de vivre un tournant sécuritaire. Je pense même au Danemark sur l'immigration. Je pense que jamais les aspirations profondes de nos concitoyens n'ont été aussi à droite. Et il y a une dissociation terrible entre le paysage politique totalement fracturé avec une droite et une extrême droite qui, sans doute pour des raisons estimables, n'arrivent pas à s'entendre, et de l'autre côté, l'état réel du pays. Et moi, je pense que profondément, la crise que nous sommes en train de vivre, c'est la crise de cette absence de représentativité du système politique par rapport aux aspirations des gens. Vous me voyez regarder, faire des gestes, je regarde les toutes dernières informations. Non mais c'est vrai qu'on est sur une accélération là, vraiment assez folle ces dernières heures. Toute dernière information, c'est une information TF1 LCI. Sébastien Lecornu se rend là actuellement au Sénat pour s'entretenir avec Gérard Larcher. Donc on attend de savoir quels sont les développements encore à venir. Beaucoup de consultations pour vérifier toutes les hypothèses, j'imagine. Renommer un Premier ministre, lequel, dissolution, la question de la démission. Gérard Larcher, Premier ministre. Non mais je mets tout sur la table et on va essayer vraiment de capter toutes les informations qui vont nous venir de cette réunion. Autre information très importante, on va pouvoir le lire dans quelques instants. Je vous le donne tel quel et je le découvre avec vous. C'est un message de Bruno Le Maire. Ma décision, dit-il, de rejoindre le gouvernement a été prise uniquement par esprit de mission dans des circonstances géopolitiques graves pour servir la France et les Français. Je lis avec vous. Un peu plus loin, il voit aucune situation individuelle ne doit bloquer le bon fonctionnement du pays et de nos institutions. Dans ces conditions, j'ai proposé en fin de matinée au président de la République de me retirer du gouvernement sans délai et de transférer mes responsabilités de ministre des Armées au Premier ministre. Le président de la République a accepté ma proposition. Oui, il aurait peut-être pu le faire avant la démission de Sébastien Lecornu. Ça aurait peut-être, sinon apaisé, en tout cas, ça aurait pu, c'est le mot à la mode, ça aurait pu ouvrir un petit chemin. Si à ce moment-là, Lecornu, il a démissionné à 10h moins le quart, je crois, ce matin. 10h45. Non mais ça, c'est totalement incompréhensible, cette histoire. Ben oui. Parce que tout le monde pensait hier qu'il y avait, quand on a compris ce qui posait un vrai problème, c'était extrêmement simple, effectivement. Cette déclaration de Bruno Le Maire aurait été faite hier soir ou très tôt ce matin. On évitait une crise politique majeure. Donc tout ça, il y a quelque chose que moi, personnellement, je ne comprends pas bien. Parce que Bruno Le Maire dit effectivement, et je pense que c'est tout à fait vrai, qu'il a accepté par devoir de répondre oui à la demande du président de la République vendredi dernier. Et voyant la crise qui s'annonçait, c'était encore une fois très facile. Peut-être pourquoi
Sébastien Lecornu a dit très tôt ce matin, effectivement, qu'il avait remis sa démission, acceptée par le président. Tout ça est quand même, encore une fois, une crise qui aurait pu être évitée s'il ne s'agissait effectivement que de ce petit problème, grand problème, aux yeux de Bruno Retailleau. Et donc cette double information, on apprend qu'il se retire du gouvernement, que ça a été accepté par le président, ça concerne Bruno Le Maire, et on l'a remis en bas de l'écran, Sébastien Lecornu au Sénat pour rencontrer Gérard Larcher. Votre lecture de cette accélération, Dominique? C'est la lecture que j'ai depuis hier soir, quand j'ai vu se former ce gouvernement. C'est pas une partie facile de faire un gouvernement dans ces conditions. Il faut quand même y penser, parce que c'est vraiment un moment très compliqué. Mais le sentiment que nous avions, et je l'ai toujours par rapport à ce que vous dites là maintenant, Amélie Carrère, nous avions, je pense, nous étions très nombreux à avoir le sentiment d'une fin de partie quand même. C'était saisissant de voir cette équipe comme si, au fond, c'est tout ce que nous avions trouvé, en quelque sorte, parce que ça ne marche plus du tout, et parce que plus personne ne veut gouverner aujourd'hui, parce que les élections sont trop proches. Il faut quand même le répéter, ça. Et nous avons des décisions à prendre que personne ne veut prendre. Et je ne vois pas quel mécanisme politique inciterait un acteur aujourd'hui, quelqu'un, un chef de parti, un candidat, à prendre le risque de participer à un gouvernement et de prendre des décisions qui sont très difficiles. Et j'ajoute, Amélie Carrère, que ça vaut aussi pour le RN. Je ne crois pas que le RN souhaite arriver au pouvoir. Donc je ne crois pas qu'il souhaite la dissolution non plus, s'il risque de gagner. Parce qu'à moins d'un an de la campagne, vraiment, pour les présidentielles, il devrait endosser des décisions et des difficultés qui le mettraient par terre. Tout le monde veut repousser tout cela et se préparer pour l'élection présidentielle. Je m'arrête à nouveau sur Sébastien Lecornu au Sénat pour rencontrer Gérard Larcher. C'est une info TF1 LCI. Vous avez entendu avec moi tout à l'heure Roger Carucci depuis le Sénat qui ironisait sur « mais s'il veut faire de Gérard Larcher un Premier ministre ». C'est une possibilité qu'il faut garder à l'esprit. Oui, mais je comprendrais qu'en train de former le gouvernement, Sébastien Lecornu aille rencontrer Gérard Larcher, qui est un peu une forme de pacificateur à LR. Il y a la bagarre Retailleau-Wauquiez. Lui, il essaie d'arrondir les angles depuis longtemps, etc. Mais je vois pas à quel titre et dans quelle fonction un Premier ministre démissionnaire irait voir le président du Sénat pour lui proposer Matignon. C'est au président de le faire, a priori. Sauf si, comme on l'a vu en Italie il y a 15-20 ans, ou comme on le voit en Belgique, dans les régimes parlementaires où c'est très compliqué de former une coalition, eh bien, vous avez un Premier ministre démissionnaire qui commence des consultations pour essayer de voir s'il a de nouveau une minorité qui puisse permettre de gouverner quelques semaines, en tout cas pour donner un budget à la France, pour être nommé. Oui, et le fait que Sébastien Lecornu, j'allais dire un peu brutalement, ne rentre pas à la maison, ou alors ne reste pas enfermé à Matignon pour gérer les affaires courantes, mais aille consulter Gérard Larcher, numéro 2, personnalité numéro 2 de l'État. Si jamais un président de la République démissionne, c'est le président du Sénat qui devient président par intérim. Le fait qu'il aille consulter le président du Sénat peut donner peut-être, restons très prudents, une hypothèse que la nouvelle nomination de Sébastien Lecornu pour essayer de trouver un gouvernement qui tienne, eh bien, est sur la table. Et ça pourrait expliquer effectivement aussi ce message sur son fil X de Bruno Le Maire. C'est-à-dire que on peut être surpris du fait que Bruno Le Maire ça fait 8 heures depuis qu'il y a eu la déclaration de Bruno Retailleau. À 21h20 hier, Bruno Retailleau dit ça marche pas, je veux pas y aller. Dans les 10 minutes, tout le monde avait identifié, et pour cause, parce que son entourage l'a dit, le problème c'est Bruno Le Maire. Pourquoi est-ce que Bruno Le Maire attend si longtemps avant d'annoncer qu'il est prêt à se retirer? Eh bien, il y a peut-être une explication, c'est qu'en fait tout ça est une espèce de nouvelle histoire qui est en train d'être écrite à l'Élysée sur le thème, regardez, il y a un signe de bonne volonté de la part de Bruno Le Maire, et donc Sébastien Lecornu va aller tendre la main à Gérard Larcher. C'est pas l'hypothèse la plus plausible. Moi je pense que c'est complètement décrédibilisant pour Lecornu d'avoir démissionné, puis quelques heures après dire finalement je reste. Mais c'est possible. En régime parlementaire. Moi, je trouve ça grotesque, quoi. Je suis d'accord.
Je veux dire, la position de Bruno Le Maire aurait été parfaite, exprimée très tôt ce matin. Mais je veux dire, on est dans une séquence où on a entendu le Premier ministre dire qu'il démissionnait en expliquant qu'on ne pouvait pas y arriver parce qu'effectivement, les uns et les autres dans ce pays refusaient les compromis et disaient chacun qu'il voulait absolument appliquer son programme et rien d'autre. Donc après, il nous a quand même expliqué que c'était une mission impossible. Donc voilà, donc on laisse après toute la séquence se dérouler avec un Bruno Retailleau qui explique qu'en fait tout ça ne va pas. Enfin, je peux faire une solution. Je peux faire le perroquet en 30 secondes, redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est arrivé une fois dans l'histoire de la Ve République, Pompidou en 62, sur un projet du président de la République. C'est ça. Il est renversé. Et le président le garde. Bien sûr. En attendant, il fait un référendum qui gagne et une dissolution qu'il gagne. Il l'a renommé sur 2 victoires. Et là, il ne va pas le renommer sur un échec. On peut vous afficher les propos de Bruno Le Maire. Pardonnez-moi, on peut enfin afficher les propos de Bruno Le Maire, parce que ça, c'est l'un des rebondissements. C'est terrible d'avoir à parler comme si on parlait d'un feuilleton, mais voilà, ça vient de tomber. Il vient de dire qu'il s'était retiré du gouvernement. Il l'a proposé au président de la République. De toute façon, il est démissionnaire. Le président a accepté. J'ai proposé de me retirer du gouvernement sans délai, de transférer mes responsabilités de ministre des Armées au Premier ministre. Le président de la République a accepté ma proposition. Je ne vais pas faire attendre plus longtemps Yannick Jadot. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous, Yannick Jadot, sénateur Les Écologistes de Paris, ancien candidat Les Verts à l'élection présidentielle. Merci beaucoup d'être avec nous grâce à Julie Janus derrière la caméra. Tout d'abord, peut-être vous faire réagir à cette annonce de Bruno Le Maire qui se retire du gouvernement. Écoutez, il était à peine nommé déjà ministre démissionnaire. C'était quand même aussi la récompense de l'échec, parce qu'évidemment, Bruno Le Maire n'est pas le seul responsable de la situation budgétaire. Mais enfin, il y a quand même eu une commission d'enquête, à la fois à l'Assemblée et au Sénat, qui a démontré qu'il y avait eu beaucoup d'inconséquences, d'incompétences dans la gestion du budget. Il revenait au gouvernement. Donc il y a un côté dans la situation, on a perdu la 7e compagnie ou The Walking Dead, qui est assez affligeante, alors que la situation du pays est quand même dramatique. On a à la fois évidemment une crise budgétaire, on le sait, on a une crise du logement sur laquelle aucun gouvernement sous Emmanuel Macron n'agit, on a le pays percuté par le dérèglement climatique, l'explosion des inégalités sociales, et puis une situation géopolitique où la France doit garder de la crédibilité. Et là, effectivement, on a une situation d'affaissement, de crise de régime qui évidemment nous inquiète. Également, un tout petit peu avant cette émission, le Parti socialiste sortir de réunion et dire que maintenant, c'était priorité donnée à un Premier ministre de gauche. Alors, une gauche socialiste, écologiste, on comprend que c'est sans LFI. Pour vous, vous êtes raccord avec ça? Êtes-vous prêt à entrer au gouvernement dans ces conditions? Écoutez, la question, c'est pas ma place, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper des Françaises et des Français et commencer à réparer le pays. Et il n'y a, ou alors le président de la République, comme vous l'avez évoqué plusieurs fois, souhaite l'arrivée au pouvoir du RN, c'est le bouquin de votre collègue du Figaro, soit si on veut gouverner ce pays dans le cadre républicain, dans le cadre démocratique, il n'y a qu'une solution, c'est l'alliance entre un bloc social écolo et le bloc central. C'est ce que je porte, vous le savez, depuis des mois, une entente pour tenir jusqu'à la présidentielle, mais pas pour ne rien faire. Encore une fois, j'ai cité la question du logement, on pourrait parler des déserts médicaux, on pourrait parler d'un certain nombre de sujets qui sont les préoccupations premières des Françaises et des Français et qui montreraient qu'il y a une partie de la classe politique qui veut agir pour les Françaises et les Français et non pas jouer déjà la présidentielle de 2027 ou la catastrophe ou le chaos. Mais vous croyez vraiment que la dissolution, elle est encore évitable, Yannick Jadot? Parce qu'on a interrogé la droite en début d'émission, elle ne veut pas d'un gouvernement avec un Premier ministre de gauche. Tout ça nous semble quand même extrêmement compliqué à la fin de la journée, comme on dit. Mais écoutez, les LR, on a bien compris la dérive dans laquelle ils étaient, mais le bloc macroniste, cette gauche sociale, écolo,
peut construire des majorités, s'élargir, encore une fois, quand on s'occupe des Françaises et des Français. Moi, je ne crois pas, si vous voulez, s'il y a une dissolution, les Françaises et les Français trancheront, et on n'a pas à avoir peur des élections dans une démocratie. Mais reconnaissons que d'avoir comme ça une dissolution, des élections en quelques semaines, comme ça serait la même chose sur une destitution, ça permet pas un débat politique serein, ça permet pas que des solutions soient avancées et qu'il y ait un débat aussi autour de ces solutions entre les différentes approches politiques de manière sérieuse. Ce sera encore une course invraisemblable, ça déstabiliserait un peu plus le pays. Et donc, je ne crois pas que la dissolution soit aujourd'hui la meilleure solution, ni une destitution. Il y a un Parlement. Ce qui dysfonctionne aujourd'hui, on l'a encore vu cette nuit et ce matin, c'est le gouvernement. Ça n'est pas l'Assemblée. Je ne dis pas que c'est facile à l'Assemblée, mais je crois qu'il y a suffisamment de femmes et d'hommes responsables à l'Assemblée pour s'occuper des Français, en tout cas sur un certain nombre de sujets, en attendant que la présidentielle de 2027 tranche les grandes questions. Alors Yannick Jadot, ce sera ma dernière question parce que je crois que je dois vous laisser filer, mais vous m'avez déjà répondu que ce n'était pas une question votre personne, que ce n'était pas l'enjeu, mais quand même. Est-ce que si on vous proposait Matignon, vous diriez oui? Et est-ce que c'est dans les tuyaux? Écoutez, ce serait un drôle de renversement de l'histoire qu'après avoir testé Barnier, Bayrou et Lecornu, le président de la République s'oriente vers un écologiste. Mais encore une fois, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Il y a des enjeux majeurs dans notre pays. Regardez la santé de nos enfants, la santé de nos aînés, le logement, je l'ai dit, les déserts médicaux. On peut mettre un peu plus de justice sociale et de justice fiscale dans notre pays sans le renverser. Et encore une fois, la seule démonstration qu'on doit faire aujourd'hui auprès des Françaises et des Français, si on veut éviter l'arrivée du RN, c'est de s'occuper d'eux, simplement de s'occuper d'eux. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir accepté notre invitation. Merci à Julie Janus, encore une fois, qui est derrière la caméra. Alors, je vous ai interrompu, messieurs, en pleine discussion sur Bruno Le Maire qui a renoncé au ministère des Armées. Dominique Régnier, allez-y. Une remarque à ce sujet, et ça rejoint la rencontre du Premier ministre sortant avec le président du Sénat. Je crois qu'on ne peut pas imaginer que les LR, après être partis, reviennent. C'est fini. Je ne sais pas s'ils ont mesuré d'ailleurs ça, les LR. Hein. Partir et revenir, là, si je peux dire, c'est mourir. On ne peut pas donner le sentiment, à mon avis, qui serait désastreux dans l'opinion, finalement, que l'on peut suivre, pas suivre, parce qu'il y a des personnes, etc. Donc ça me paraît perdu, moi. Et puis du côté du PS, il y a une difficulté systémique, comme on dit beaucoup. Au fond, ce sur quoi le PS peut parier en essayant de rompre avec LFI, c'est de récupérer une partie des macronistes de gauche. Mais ça, le groupe central n'y a pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt à ce que les électeurs du macronisme à gauche aillent sur le PS, à droite peut-être un peu sur les LR, on verra bien. Et donc, il n'y a pas d'intérêt dans le système. Moi, je ne vois pas comment ça peut fonctionner s'il n'y a pas d'intérêt à s'accorder pour les acteurs qui pèsent soit à gauche, soit à droite. Il me semble que la partie, là, est quand même enlisée. Hein. On va prendre la direction de l'Élysée, pas de l'Enlisée, de l'Élysée, pour retrouver Céla Bougriou. Merci beaucoup d'être avec nous, Céla Bougriou. Après 1 heure d'entretien, eh bien, Sébastien Lecornu est parti pour prendre la direction du Sénat. Oui, absolument. Alors, c'est assez surprenant parce qu'on aurait pu s'attendre à un autre scénario, celui de Gérard Larcher, plutôt à l'Élysée, pour échanger avec le chef de l'État au sujet de la situation. En tant que président du Sénat, sur le plan constitutionnel, cela fait sens. Et donc, Sébastien Lecornu, alors que sa démission a été acceptée par le chef de l'État, se rend au Sénat pour échanger avec Gérard Larcher. Ce qui nous donne tout de même un indice, même si évidemment il est trop tôt pour vous en dire plus. Mais sur la suite, alors que sa démission a été acceptée, il va s'entretenir avec Gérard Larcher. Pourquoi? Peut-être pour parler de ces prochains jours, car même s'il est démissionnaire, il est toujours chargé des affaires courantes, de la transition. Et puis, autre hypothèse un peu plus surprenante, celle d'une renomination, tout simplement, qu'Emmanuel Macron décide de renommer Sébastien Lecornu avec une feuille de route un peu différente. Bruno Le Maire qui vient d'affirmer qu'il se retirait. Alors là aussi, on peut se poser des questions sur le timing. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, avant que la démission de Sébastien Lecornu ne soit acceptée?
Rien n'a encore filtré de cet entretien avec le chef de l'État tout à l'heure. Vous le disiez, un peu plus d'1 heure. Ce que je peux vous dire, en tout cas à date, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas prévu pour l'instant de s'exprimer. Reste à savoir s'il va y avoir d'autres rendez-vous ici au Palais pour discuter de cette période si mouvementée ces derniers jours. Merci infiniment, formidable, c'est la Bougriou avec Éric Jossé. Vous n'hésitez pas bien sûr à nous faire signe s'il se passe quoi que ce soit. Et vous notiez, Patrice Duhamel, qu'il était sénateur. Oui, Sébastien Lecornu, sénateur de l'heure. Venu récupérer son bureau. Voilà. Non, et puis peut-être aussi il fait passer un message de la part du président, sachant que si le président faisait venir Gérard Larcher à l'Élysée aujourd'hui pour lui demander ce qu'il pense de la situation, tout le monde dirait ça y est, il le consulte pour dissoudre, puisque c'est la Constitution qui l'oblige, et il avait oublié de le faire la dernière fois. On oublie. Ça serait peut-être pas mal, s'il dissout, de le faire cette fois-ci. Oui, Guillaume. Oui, je pense que Sébastien Lecornu peut difficilement être renommé parce qu'il aurait une base encore plus limitée. Si Bruno Retailleau hier a annoncé que les conditions de la rupture n'étaient pas réunies, je pense que Bruno Le Maire a servi de révélateur, mais que le fait que le maire s'efface ne suffit pas, et je partage le point de vue de Dominique Régnier, pour que les Républicains reviennent. Il y avait déjà au sein du parti des doutes très profonds sur l'intérêt pour ce parti de servir de roue de secours, de béquille à un macronisme finissant. N'oubliez quand même pas que lors du précédent gouvernement, sur François Bayrou, vous avez quasiment 40% du groupe LR qui avait voté contre ou qui s'était abstenu sur la confiance. Donc au sein des LR, je pense qu'une fois que Bruno Retailleau a choisi la rupture, il ne peut pas revenir en arrière. Je vais juste revenir sur... Après, on va écouter un peu les Français, c'est important. Renommer Sébastien Lecornu, je sais que je vous ai déjà posé la question, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et c'est la Bougriou a redit depuis l'Élysée que c'était une idée qui était là, dans l'air, renommer Sébastien Lecornu. À 17h46, on est obligé de regarder et de décrypter toutes les hypothèses possibles. Ah oui. Et effectivement, renommer un Premier ministre démissionnaire, c'est une possibilité. Sous la Ve République. Il nomme qui il veut, de toute façon. Exactement, il nomme qui il veut. Et à partir du moment où, de toute façon, nous sommes dans une situation historique. On n'a jamais vécu ça dans l'histoire de toutes les républiques. Donc, je dirais qu'il faut qu'on regarde tout avec des grilles. C'est pas possible. Si, c'est possible. Je vais vous dire, il y a 1 an, lorsqu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, après un échec, redemandant aux Français de voter 3 semaines après, quasiment tout le monde disait c'est impossible. Eh bien, il l'a fait. Dans la mesure où Sébastien Lecornu est au Sénat actuellement, peut-être qu'il parle de ça. Mais là où je finis d'une phrase, là où je suis d'accord avec Guillaume Roquette, c'est qu'ils sont allés très très loin hier soir et encore aujourd'hui tous. Le problème, c'est qu'ils vont très loin. Il ne faut pas aller si loin en politique. Lorsque le président des LR dit aux 13h de TF1, il y a rupture de confiance. Oui, en gros, on m'a trahi. Ils ont allé très loin. Comment après gouverner ensemble? Et en même temps, il dit en même temps que pour le moment, c'est pas l'heure de la dissolution. Il faut qu'ils redescendent de l'arbre. Ils vont trop haut. Arlette Chabot, et on écoute les Français. Oui, il y a un problème de chronologie parce qu'au fond, c'est moi qu'on puisse dire, c'est que au fond, s'il avait voulu le renommer, eh bien, on pouvait imaginer que ce matin, effectivement, Sébastien Lecornu aurait présenté sa démission et immédiatement le président de la République lui aurait dit, d'abord l'aurait sans doute refusé, ou lui aurait demandé de composer ou de chercher à composer une autre équipe gouvernementale. Là, il sort, il fait une déclaration, il s'adresse aux Français, le Premier ministre. Il explique pourquoi il démissionne, encore une fois, en disant « Je vous ai dit, on y arrivera. » Eh ben non, on ne peut pas y arriver. Donc tout ça est franchement... impossible, à mon avis, de le renommer. Alors, je sais que tout ce qui était impossible devient possible ou se fait, mais il y a quand même des limites. C'est incompréhensible. Ça se rapprocherait d'un vaudeville, franchement, quand même. Ah oui, on est déjà dedans. On y est, pas très loin tout le temps. Oui. Je vous propose d'écouter les Français, leur ressenti. Regardez. C'est fatigant. En fait, on doit avoir une stabilité, on n'en a pas. Pour moi, c'est la maternelle. C'est vraiment la cour de récré. Juste qu'on est un peu dégoûté. On s'intéresse de moins en moins à ce qui se passe parce que voilà, il n'y a pas de solution qui semble convenir et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Oui, je suis déçue parce que c'est des gens intelligents et pourtant ils nous ont prouvé qu'ils ne le sont pas tant que ça. C'est plus qu'une crise entre les groupes, c'est un changement de régime.
Bonjour Louis Alliot, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes maire Rassemblement National de Perpignan, vous êtes vice-président du Rassemblement National. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous propose de poser un principe ensemble, c'est que je pense que les Français, ils n'ont pas envie de refaire encore et encore le film. La question, c'est de savoir comment on sort de là, comment on avance. Alors on va prendre les dossiers, les hypothèses de ces dernières heures, de ces dernières minutes, les unes après les autres, Louis Alliot. Vous avez vu Bruno Le Maire qui finalement a proposé sa démission, elle a été acceptée au poste de ministre des Armées. Pour vous, est-ce que c'est une main tendue, une porte ouverte pour une situation qui se débloquerait? Je pense que j'imagine déjà votre réponse. Hein. Allez-y. Si j'ai bien tout compris, c'était surtout... un acte vis-à-vis des LR et pas du tout en ce qui nous concerne. Vous savez, il faut s'attacher plus aux idées qu'aux hommes. Monsieur le maire représente évidemment la faillite des comptes publics, mais j'allais dire, il ne représente que ça. C'est pas lui le problème. Le problème aujourd'hui, c'est clairement la légitimité du président de la République qui ne veut pas revenir aux urnes d'une manière ou d'une autre. Et dans ce que j'ai entendu de ce que les Français nous disent, y compris là sur votre antenne, eh bien, nous allons vers une crise de régime. Personne ne la souhaite, mais comme M. Macron s'accroche à vouloir systématiquement remettre au gouvernement les mêmes, eh bien, c'est à lui de débloquer la situation. Quelques minutes avant le début de cette émission, le Parti socialiste s'est exprimé pour dire que maintenant, la priorité, c'était de nommer la gauche à Matignon. Vous disiez lors de la nomination de Sébastien Lecornu, nous, on n'est pas dans la censure automatique. Mais ceci dit, si demain, le Premier ministre, c'est un Premier ministre de gauche à Matignon, c'est la censure automatique? Oui, parce que clairement, les Français ne veulent pas de la gauche. On a déjà vécu le juin 2024 avec leurs arrangements pour faire battre le Rassemblement national. Il est évident que la gauche aux affaires, ce serait une catastrophe pour la France. J'ajoute que de quelle gauche parle-t-on? Ils vont refaire le même scénario avec des alliances avec la gauche de M. Mélenchon et tout ce qui aujourd'hui tourne autour de la politique étrangère et d'un antisémitisme d'atmosphère. C'est ça que veut le Parti socialiste? On a bien compris qu'en fait, ils sont prêts à tout pour arriver au pouvoir, même si le pouvoir ne durera pour eux que quelques semaines peut-être. Mais tout le monde voit bien aujourd'hui clairement que le chef de l'État tente de gagner du temps pour ne pas retourner devant les Français. Donc ce que vous voulez, c'est la dissolution, c'est clair, c'est net. Vous êtes prêts? Si ce soir Emmanuel Macron annonce la dissolution, vous êtes prêts au Rassemblement national? Jordan Bardella prend la direction de Matignon, les candidats sont prêts dans les circonscriptions? Oui, nous sommes prêts pour ces élections législatives, évidemment. Et on fera, j'allais dire, comme la dernière fois, campagne sur nos thématiques, sur notre programme. Et cette fois-là, si je puis dire, j'espère que les Français ne seront pas trompés par je ne sais quelle alliance des contraires et qu'ils pourront se positionner sur un programme et un homme à Matignon. Et puis derrière, on pourra dérouler selon la volonté du peuple. Louis Alliot, à ceux qui pensent que en fait, ce serait un piège qui se refermerait sur vous, d'arriver à Matignon et d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous retrouveriez là maintenant en situation de pouvoir, mais dans une situation compliquée, extrêmement compliquée politiquement, avec des Français tendus, en colère, une difficulté économique que personne n'ignore dans le pays, tout ça, perspective 2027. Bref, vous arriveriez en 2027 dans un mur, dans la difficulté d'avoir eu à gouverner, à gérer. Vous répondez quoi à ceux qui pensent ça? C'est justement un challenge à relever pour démontrer que depuis maintenant des décennies, on justifie systématiquement aucun changement par la même politique. Eh bien, on démontrera que par une autre politique, on peut obtenir des résultats et très rapidement, et notamment en matière de sécurité et de contrôle de l'immigration. Et puis, les élections et le calendrier électoral se déroulera sur les années qui arrivent. Mais moi, je suis plutôt confiant. Si les Français veulent que nous soyons aux affaires, nous serons aux affaires et nous démontrerons ce que nous savons faire. On reste ensemble, Louis Alliot. Renaud Pillage, c'est une observation, une question pour Louis Alliot? Une toute petite question. Allez-y. Louis Alliot, si jamais il y a des élections législatives anticipées après une dissolution et que vous obtenez, on va dire, 250, 260 députés, est-ce que vous pensez et est-ce que vous souhaitez que le Rassemblement national essaie dans ce cas-là de trouver les
20, 30, 35 députés de droite qui manqueraient pour former une majorité absolue. À quel seuil mettez-vous la barre pour que Jordan Bardella aille à Matignon ? C'est pas une question que je vais trancher moi-même, mais je pense qu'à 250 députés, ça se discute. Et effectivement, c'est dans un certain nombre de députés aujourd'hui LR, mais aussi non inscrits, qu'on ira chercher éventuellement une majorité, parce que la situation l'exigera. Et sur un programme minimum, notamment, je pense, sur la sécurité, eh bien, nous pouvons trouver un terrain d'entente. Reste à convaincre nos interlocuteurs et surtout, reste à voir comment la droite réagira, puisque systématiquement, elle refuse les mains tendues. Mais je pense qu'à 250 députés, on est près du but et que les choses permettraient, je pense, de gouverner. Alors, avant de vous entendre, pardonnez-moi, comme vous parlez de l'union des droites, écoutons Marion Maréchal. Écoutons Marion Maréchal qui appelle à une coalition des droites sur le modèle italien. Je les appelle ardemment à écouter leurs électeurs qui veulent une coalition des droites et ils ont le choix simple de poursuivre la volonté d'accompagner la Macronie agonisante ou au contraire de construire une vraie alternative. L'alternative étant en effet une coalition des droites la plus large possible. Alors je connais les difficultés à construire des ponts entre les Républicains et le Rassemblement national. Vous savez que l'une des missions que je m'assigne, c'est d'aider à construire ces ponts. Donc moi je suis disponible à faire en sorte qu'il puisse y avoir un dialogue et dans le meilleur des cas un programme commun. Et donc j'appelle solennellement Bruno Retailleau à écouter ses électeurs et donc à construire cette coalition et ce programme commun qui sera la seule manière finalement de battre la gauche et donc de sauver la France. Et vous, Louis Alliot, vous appelez Bruno Retailleau, mais aussi Marine Le Pen à l'union des droites ? Écoutez, la France n'est pas l'Italie et je pense que notre électorat aujourd'hui est très attentif évidemment à ce que nous disons, mais n'est pas prêt à s'allier avec des gens qui pensent l'inverse de ce que nous pensons. Car une alliance des droites telle que l'a définie, je vois Marion, ça voudrait dire de Horizon ou même de M. Xavier Bertrand à Éric Zemmour. Qui peut croire aujourd'hui que l'on peut mettre à la même table M. Bertrand avec M. Éric Zemmour? Tout ça, c'est de l'affichage politique. Il faut continuer à convaincre une majorité de Français, de patriotes, et dans cette majorité, évidemment, toutes celles et ceux qui veulent relever le pays. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à la droite, mais il faut s'arrêter à la France, et ça me paraît beaucoup plus important. Une question pour vous de Patrice Duhamel. Oui, Monsieur Alliot, vous dites à partir de 250 députés, vous pourriez gouverner et chercher des renforts ailleurs, et notamment chez LR. Je crois me souvenir qu'en 2024, quand certains pensaient que le RN allait gagner les élections et que Bardella irait à Matignon, lui-même avait dit « je n'irai que si je peux appliquer mon programme et si j'ai la majorité absolue ». Donc qu'est-ce qui fait que vous dites aujourd'hui autre chose? Parce que là, il vous manquerait quand même une quarantaine de députés. Mais parce que tout simplement, on voit bien que la base de la droite bouge. Je pense que M. Retailleau, s'il a pris la décision hier soir, c'est pas parce qu'il ne savait pas que M. Le Maire arrivait, ou ça je n'y crois pas. C'est parce que tout simplement, sa base renacle à gouverner avec M. Macron et avec un gouvernement, j'allais dire majoritairement avec les amis de M. Macron. Et la droite LR, en tout cas, ce que je peux voir, moi, à la base, élus locaux ou même un électorat, moi je suis dans une ville de droite, je peux vous dire qu'ils souhaitent cette alliance-là et cette coopération entre nous sur des bases claires. S'ils ne veulent pas, les électeurs feront cette alliance-là. Et dans tous les cas de figure, s'il y a 250 députés, on réfléchira à créer cette majorité. Si personne ne voudra venir pour créer une majorité, à ce moment-là, ça ne servirait à rien de continuer sa majorité, évidemment. Louis Alliot, il faut que je vous interrompe tout de suite. Une dernière information vient de nous parvenir. On prend la direction de l'Élysée sans tarder. C'est la Bougriou. Donnez-nous cette toute dernière information. Oui, c'est ça. Via communiqué, l'Élysée précise que le président de la République a confié à Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, je cite, la responsabilité de mener d'ici mercredi soir d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Les mots sont importants. Sébastien Lecornu n'est pas renommé, mais le chef de l'État le laisse à la tête de ce gouvernement démissionnaire comme un ultime recours pour tenter une dernière fois de mener de nouvelles
nouvelles négociations. C'est ce qui explique le déplacement du Premier ministre démissionnaire au Sénat pour échanger avec Gérard Larcher. Donc des tout prochains jours, des toutes prochaines semaines, reste à savoir désormais, et c'est la question qui va se poser, si les partis politiques vont accepter de repartir pour un tour. Merci infiniment. C'est la Bougriot avec Éric Josset. Très importante cette information. Le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, chargé de mener de nouvelles négociations. Louis Alliot, ce sera ma dernière question puisque je sais que je dois vous laisser partir et je me tourne vers vous juste après en plateau. Comment vous réagissez à cette toute dernière information, Léa ? Et après mercredi, on fera quoi ? Parce qu'il ne se passera rien d'ici mercredi. Absolument rien de plus de ce que nous avons vécu maintenant depuis de nombreux mois. Donc c'est le refus de voir la réalité en face. M. Macron perd aujourd'hui l'assise populaire et la légitimité. Il n'y a pas de gouvernement en France parce qu'il n'y a pas de majorité. La Ve République a des principes clairs. C'est précisément le principe de responsabilité vis-à-vis du peuple. Soit par la démission, le général de Gaulle en 1969, soit la dissolution, les Français à nouveau se prononcent sur une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Hormis ces deux cas, eh bien on continuera dans le brouillon qu'organise aujourd'hui M. Macron. C'était une idée, je crois, de Gabriel Attal. Oui. Lorsque François Bayrou avait été renversé, il avait dit qu'il faudrait nommer un médiateur. Alors, Sébastien Lecornu qui revient maintenant à Matignon et désormais on sait qu'il est chargé de mener d'ultimes négociations. Merci Louis Alliot d'avoir été avec nous en direct depuis Perpignan. Merci beaucoup. Je redonne cette information. Le Premier ministre démissionnaire en charge des affaires courantes s'est vu la responsabilité de mener d'ici à mercredi soir d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action, je cite, et de stabilité pour le pays. Dominique Régnier. Je me permets juste d'ajouter, contrairement à ce qu'a dit Louis Alliot, qui le sait sans doute, le chef de l'État a toute la légitimité pour être président jusqu'à la fin de son mandat. Il n'a plus la popularité, mais il a la légitimité. Les deux ne se confondent pas. Si les deux se confondaient, nous serions dans un régime avec un mandat impératif. Et dans la Ve République, le mandat impératif est récusé. Donc ce n'est pas du tout conforme à l'esprit de nos institutions, c'est interdit d'ailleurs. Moi, je voulais le préciser parce qu'on va aller vers cette confusion-là. Le chef de l'État est en grande difficulté. Il a été élu par le peuple souverain pour 5 ans. On ne peut pas l'empêcher d'aller au bout de ces 5 ans sans s'en prendre à la décision du peuple souverain qui a été formellement enregistrée. C'est pas rien, ça. Bien sûr. Et les ultimes négociations, que comprenez-vous ? Alors là, j'ai le sentiment plus fort encore d'une sorte de corner dans lequel on se trouve enfermé, sans pouvoir faire mouvement, sans avoir d'option. Et je pense que du point de vue de la perception publique, du point de vue de l'opinion, j'anticipe plutôt une réaction négative. C'est-à-dire, au fond, on n'y comprend rien. Je sais que c'est possible de le faire, évidemment, c'est pas inconstitutionnel. Et ça se fait ailleurs, comme ça a été rappelé. Mais ça ne se fait pas en France, pas sous la Ve. Et là, c'est plutôt une démonstration d'une absence de solution. Donc le pouvoir est vraiment à la peine. Et d'une certaine façon, ça confirme le fait qu'Emmanuel Macron n'a plus de force politique à sa disposition. Oui. Il n'a que des instruments institutionnels qui, s'il les utilise, joueront contre lui. Ça confirme ce qu'on avait dit lors de la nomination, effectivement, de Sébastien Lecornu. C'est le Premier ministre de la dernière chance. Ultime négociation, avant quoi ? Avant son départ définitif ou avant une dissolution ? Donc la question est posée. Oui, Guillaume. D'abord, hommage à Céla Bougriot qui nous dit depuis le début de l'émission qu'il est possible que Sébastien Lecornu soit à nouveau missionné par le président de la République pour essayer de former un gouvernement. Et ça nous paraissait assez étonnant il y a encore 20 minutes et c'est elle qui avait raison. Je pense que tout dépendra maintenant de l'attitude de Bruno Retailleau. C'est-à-dire que, est-ce que, après avoir dit hier, les conditions de la confiance ne sont pas réunies, est-ce qu'il va pouvoir dire, finalement, je reviens. Moi, je pense que ça va être compliqué. J'imagine déjà la réaction de Laurent Wauquiez, dont je vous rappelle que hier matin, il disait que lui était contre une participation au gouvernement. Je pense aussi. Bruno Retailleau dit que c'est la dernière des issues, la dissolution, qui va certainement tenter de trouver des manières de l'éviter.
Oui, sans doute, mais est-ce que on imagine un gouvernement fonctionner dans ces conditions ? Tous les matins, Sébastien Lecornu se dira mais qu'est-ce que vont faire les LR ? Est-ce qu'ils vont me soutenir ou non ? Je pense qu'il y a presque quelque chose de pathétique en fait dans cette annonce. Le fait que le président de la République soit à ce point démuni qu'il dit vous savez, c'est comme les enfants qui échouent, on leur dit allez, essaye encore. Mais je ne comprends pas pourquoi la situation politique serait plus facile pour Sébastien Lecornu aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Il me semble que c'est plutôt le contraire. Oh non. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Dominique. Les pouvoirs constitutionnels du président de la République demeurent. En revanche, Emmanuel Macron, comme personne, n'a plus de pouvoir politiquement. Il reste chef des armées. Il a du pouvoir à l'international, mais sur le plan de la politique intérieure, il est démonétisé dans une grande partie de l'opinion. Il n'a plus les pouvoirs. Il agit totalement sous pression. Le communiqué que Céla Bougriou nous a donné, l'information que Céla Bougriou nous a donnée en direct de l'Élysée depuis 5 minutes, confiée à Sébastien Lecornu d'ultime négociation, tractation d'ici mercredi soir, cela prouve que Emmanuel Macron est vraiment sous grande faiblesse. Dernière chose, effectivement, je suis d'accord avec Guillaume, ça paraît assez insensé que la droite continue à essayer de faire une coalition avec Sébastien Lecornu et Renaissance. Mais je vais vous dire, moi je regardais l'histoire italienne encore une fois. Je crois qu'il faut vraiment comparer avec ce qui se passait en Italie il y a 15 ou 20 ans, dans un régime parlementaire les gouvernements tombaient tous les 6 mois. La parole d'aujourd'hui n'est pas la parole de demain à midi. Je vais vous dire, c'est extrêmement triste pour la politique, pour le débat politique, pour le rapport entre les Français, nous tous, et leur classe politique. Mais on y est, pardon. Mais on y nous est. Sommes... Crise de régime, on y est, exactement. Crise de régime. Alors, donc il faudra trouver une solution. Moi, je rappelle que compte tenu de l'état de nos finances publiques, une crise de régime, ça devient une crise de l'État. C'est bien plus grave encore. Et dans cette situation... les témoignages de Français que vous avez fait parler à votre antenne, là, qu'on a écouté tout à l'heure, m'ont bien fait ressentir qu'ils ont le sentiment qu'il n'y a plus de pouvoir en France. Ce sentiment-là ne peut pas durer. Dans un pays comme la France, centralisé avec un pouvoir supposément fort, ça ne peut pas durer sans que s'installe l'idée d'un abandon des Français par leurs gouvernants. Là, c'est vraiment, on est à la limite, ça ne peut pas fonctionner très longtemps comme cela. Et je ne veux pas insulter la possibilité future, je n'en sais rien, mais je ne vois pas comment Sébastien Lecornu trouverait un aménagement différent qui fait qu'on repartirait en expliquant aux Français que finalement on s'était disputé, on s'est réconcilié, ça recommence. Et si ça ne fonctionne pas, ça signifiera rétrospectivement que c'était vraiment la dernière solution pour Emmanuel Macron puisqu'il a essayé de la prolonger. C'est terrible pour le suivant ou la suivante qui viendrait après. Et ça veut dire, si là, mercredi, ça ne fonctionne pas, puisque c'est l'ultimatum, j'essaie d'éviter le mot deadline pour parler en bon français. Si mercredi, ça ne le fait pas, Alette Chabot, c'est la dissolution à la clé ? Je veux dire, soit, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire si effectivement c'est soit choisir enfin de se tourner vers la gauche, et enfin parce que la question est posée depuis un peu plus d'1 an, ou bien alors, effectivement, chacun est devant ses responsabilités. Si vous ne vous mettez pas d'accord, ce sera la dissolution. Certains la souhaitent, d'autres non. Donc le président fait appel aux bonnes volontés, mais c'est franchement la dernière chance. Mais vous comprenez tous la même chose, ultime négociation avant la dissolution ? Moi, je comprends comme ça, ultime négociation avant la dissolution, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution pour lui. Oh non. Je dirais qu'à chaque heure suffit sa peine. Dans une crise politique aussi grave, à chaque heure suffit sa peine. Donc, on ne peut pas savoir ce que donnera l'ultimatum de 48 heures. Dernière chose, il me semble que dans une crise politique aussi grave, les responsables et les dirigeants politiques ne peuvent pas aller aussi loin dans les mots qu'ils emploient. En régime parlementaire de crise, il faut dire « ça ne me convient pas, c'est pas vraiment ça », parce que sinon, vous ne pouvez pas recoudre les morceaux. Dire à midi ou à 13h, au 13h de TF1, il n'y a plus de confiance entre le Parti républicain LR et Sébastien Lecornu,
Comment vous faites après? Mais il n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de participation au gouvernement. Il n'a pas dit qu'il voulait la dissolution. Tout à fait. Donc il a laissé une porte ouverte malgré tout. Oui, mais avec Sébastien Lecornu... Et Bruno Le Maire est parti. C'est l'autre information de cette émission. Vous avez raison. Le Maire a quitté le gouvernement. Mais quand vous dites je n'ai plus confiance en quelqu'un, comment vous faites pour recommencer à rabibocher les morceaux? C'est la parole Il faut faire baisser la tension. Lecornu qui a créé pour lui effectivement la rupture. Il faut faire baisser la tension. Vous avez sûrement marqué à 13h dans son passage sur TF1, Bruno Retailleau, à qui on posait la question, bon alors maintenant il n'y a plus d'autre solution que de dissoudre. Il a dit, ah si, il y a peut-être encore un passage. Peut-être que c'est ça qu'il avait en tête, je ne sais pas. Moi, ce que je pense, l'hypothèse la plus probable, c'est que Emmanuel Macron veut gagner du temps et que donc il dit à Sébastien Lecornu, bah écoute, essaye encore de meubler pendant 2 jours jusqu'à ce que j'ai l'idée géniale. Pour l'instant, à mon avis, il ne l'a pas trouvé. Je vous remercie infiniment. On reprend la direction de l'Élysée. C'est la Bougrioux, encore un rebondissement. C'est à vous, c'est là. Oui, il y a encore eu. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Je vous en prie, allez-y. Absolument, dernier rebondissement, Amélie. Nouvelle et peut-être sûrement même dernière cartouche d'Emmanuel Macron qui donne un sursis supplémentaire à son Premier ministre démissionnaire, 48 heures de plus pour trouver un moyen de négocier à nouveau et trouver un atterrissage sur ce qu'ils appellent à l'Élysée une plateforme d'action et de stabilité. Mais très vite, des questions se posent. Qui va accepter de discuter? Parlons d'LR, autre partie du socle commun, les Républicains qui n'ont pas eu de mots assez durs pour claquer la porte hier soir. Bruno Retailleau qui en privé évoque une trahison. Donc là, clairement, on va voir les prochaines heures qui vont être décisives. Là encore, le Parti socialiste qui expliquait que le chemin vers la censure était tout tracé. Et puis, on a senti aussi une forme de lassitude, y compris au sein des oppositions. Je pense à Marine Le Pen notamment, ceux qui ont continué d'aller à la rencontre de Sébastien Lecornu par, je cite, courtoisie républicaine. Vont-ils réitérer l'expérience? Rien n'est moins sûr. On attend de voir donc désormais les réactions. Et puis on a posé aussi la question à l'Élysée. Je dois vous dire qu'on n'a pas encore eu de réponse. Mais que se passera-t-il si Sébastien Lecornu, sur un miracle, réussit à créer cette plateforme de stabilité et d'action? Est-ce que celui-ci sera renommé? Là encore, le mystère reste entier.